Le jour de mon mariage, la sœur de mon mari a publiquement dicté des règles, tu serviras notre famille. J'ai posé 2 questions, et soudain tout m'est apparu clairement. J'ai annulé le mariage, j'ai repris la maison que j'avais achetée, et je suis parti avec tout mon argent. Ils m'ont appelé 30 fois cette nuit-là. Les lustres en cristal de la salle de bal de la Palmer House auraient dû paraître magiques. Ils semblaient juste pesants. L'air était chargé de l'odeur des gardénias et de parfums coûteux, et le faible bourdonnement de nos 60 amis et membres de la famille les plus proches était censé être la bande-son de mon bonheur. Ma main gauche me semblait étrangement légère. J'avais retiré ma nouvelle bague de fiançailles pour éviter de mettre de la garniture de pâtisserie dans la monture, et son absence était une démangeaison infime mais persistante. Daniel était de l'autre côté de la pièce, riant avec un groupe de ses copains d'université, ses bras passés sur les épaules de son père. Il avait l'air parfait, enfin, nous avions l'air parfait. Emily Lawson, étoile montante chez Fitzgerald Reed Architects, et Daniel Wright, le charmant et fiable analyste financier issu d'une bonne et solide famille de Chicago, une union que tout le monde approuvait. Je pris une gorgée de champagne, laissant les bulles chasser un battement de nervosité que je ne parvenais pas à nommer. Mesdames et messieurs, lança le père de Daniel, Robert, en tapant sa fourchette contre son verre. Le bourdonnement s'éteignit. Si je pouvais avoir votre attention, je sais que nous sommes ici pour célébrer Daniel et Emily, mais ma fille Jessica me harcèle toute la soirée pour avoir un moment pour parler. Il leva les yeux au ciel avec une affection théâtrale. Alors pour préserver ma tranquillité, je lui cède la parole. Une vague de rire poli. Jessica, la sœur aînée de Daniel de 5 ans, se leva en lissant sa robe fourreau. Elle avait les mêmes cheveux blonds que Daniel, mais là où les siens étaient chauds, les siens étaient sévères, tirés en un chignon serré. Son sourire était large. Répétez. Merci, papa, dit-elle, sa voix portant sans effort. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Jessica, celle qui a eu le bon sens de donner à mes parents leur premier petit enfant. D'autres rirent. Elle leva sa flûte de champagne. J'attends ce jour depuis longtemps. Accueillir une nouvelle femme dans la famille Wright est une grande affaire. C'est plus que de l'amour. C'est une question de continuité. C'est une question de responsabilité. Quelque chose dans son ton rendit le champagne amer dans mon estomac. Je vis le sourire de Daniel se crisper légèrement. Notre famille, continua Jessica, balayant la pièce de son regard, a certaines traditions, des valeurs qui nous ont soudés. Ma mère, elle fit un signe de tête vers Eleanor, qui était assise, souriant sereinement, a été la colonne vertébrale absolue de cette famille, le ciment. Et alors que Daniel fait entrer Emily dans notre giron, je veux juste partager quelques espoirs pour notre avenir. Daniel croisa mon regard et haussa légèrement les épaules, impuissant, comme pour dire, c'est Jessica, égale à elle-même. Emily, dit-elle, tournant toute son attention vers moi. Le regard de la salle suivit. Nous sommes si ravis que Daniel ait trouvé quelqu'un d'aussi accompli. Mais une famille comme la nôtre ne fonctionne pas seulement avec des plans et des réunions de clients. Un petit rire étouffé de la part de l'une des tantes de Daniel. J'ai hâte de te voir à nos traditionnels dîners de famille du dimanche. Maman pourrait vraiment avoir besoin d'aide en cuisine. Ces recettes sont un rite de passage. Et bien sûr, reprendre la gestion des comptes du foyer pour maman et papa leur enlèvera un tel poids des épaules. C'est comme ça que nous apprenons tous les ficelles du métier. Tu sais, les petites choses, se souvenir de l'horaire de golf de papa, s'assurer que les déjeuners de charité de maman sont sur le calendrier familial, être la personne de contact pour les communications familiales. Ce sont ces actes de service qui nous lient vraiment. La pièce était maintenant totalement silencieuse. Le tintement d'une fourchette quelque part résonna comme un fracas. Je sentis une bouffée de chaleur me monter au cou. Ce n'était pas un toast. C'était une description de poste, une proclamation publique et non négociable de ma subordination. Daniel fixait son assiette. Il ne me regardait pas. Jessica leva son verre plus haut. Alors, à Emily. Puisses-tu embrasser le rôle magnifique et gratifiant d'être le cœur de la famille Wright, tout comme notre mère l'a été. Nous sommes impatients de t'avoir pleinement intégré. Elle prit une gorgée. Quelques, santé, épars et incertains suivirent. La plupart des gens avaient l'air simplement stupéfaits ou embarrassés. Tout le sang qui m'était monté au visage se transforma en un œuf froid et dur dans ma poitrine. La chaleur de la pièce disparut.
Je posai ma flûte de champagne sur la table avec un clic précis et silencieux qui résonna à mes propres oreilles. Je me levai. Mes jambes étaient stables. Cela me surprit. Jessica, dis-je, et ma voix était claire. Elle venait et portait tout aussi bien que la sienne. C'était ma voix de réunion de projet, celle que j'utilisais avec des entrepreneurs têtus. Merci pour cette vision détaillée de mon avenir. Un rire nerveux de quelque part. J'ai cependant 2 questions, continuai-je, penchant la tête comme si j'étais sincèrement curieuse. Premièrement, ces tâches spécifiques, la comptabilité, le service en cuisine, les tâches d'assistante personnelle pour tes parents sont-elles des traditions documentées de la famille Wright, ou sont-elles plutôt des attentes personnelles de ta part? L'air quitta la pièce. Le sourire de Jessica se figea, puis se fissura sur les bords. C'est comme ça que notre famille fonctionne. C'est la tradition. Je vois, dis-je en hochant lentement la tête. Ma deuxième question est pour Daniel. Puis je regardai enfin directement mon fiancé. Sa tête se releva d'un coup, ses yeux écarquillés d'une panique de cerf pris dans les phares que je n'avais jamais vus auparavant. Dans cette structure familiale proposée que Jessica vient de décrire, quel sera exactement ton rôle? Quelle responsabilité traditionnelle spécifique assumeras-tu pour nous lier et être la colonne vertébrale de notre nouvelle unité familiale? Silence. Un silence profond et retentissant. La bouche de Daniel s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il regarda de moi à sa sœur, à son père, qui fronçait maintenant profondément les sourcils. Je subviendrai aux besoins bien sûr, balbutia Daniel, sa voix faible. Et tu sais, je soutiendrai la famille. Soutenir comment, demandai-je, mon ton toujours d'une politesse mortelle. Émotionnellement, logistiquement? En prenant en charge la moitié de la gestion des comptes de notre foyer? En apprenant les recettes de ta mère à mes côtés? Émilie, ce n'est pas le moment pour, commença Robert Wright, sa voix un grondement sourd d'avertissement. Je pense que c'est le moment parfait, l'interrompis-je doucement, regardant toujours Daniel. Je viens d'entendre une offre d'emploi très spécifique pour ma vie de femme mariée. J'essaie de comprendre l'organigramme complet. Le poste de mon partenaire dans cette entreprise familiale semble indéfini. Daniel retrouva sa voix, mais ce fut la mauvaise. Elle était conciliante, dédaigneuse. Chérie, Jess est juste excitée. Elle s'emporte. Tu prends ça beaucoup trop au pied de la lettre. On peut juste profiter de la fête? Profiter de la fête. Les 3 mots étaient un renvoi. Une demande d'avaler l'humiliation publique et de faire bonne figure. Je regardais son visage, le visage que j'aimais, l'homme avec qui j'avais choisi de construire une vie, et je vis un étranger. Je vis un garçon terrifié par la désapprobation de sa sœur, se cachant derrière un faible sourire. La lucidité fut comme de l'eau glacée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris mon sac à main du dossier de ma chaise. Je crois que j'en ai profité autant que je le pouvais, dis-je à toute la table mortifiée. S'il vous plaît, continuez tous à célébrer. Merci d'être venus. Et je suis sorti. Mes talons claquaient à un rythme régulier et décidé sur le sol en marbre. Je ne me suis pas retourné. J'entendis une agitation derrière moi. La voix de Daniel appelant mon nom. Le ton plus strident de Jessica. Le bourdonnement croissant des conversations scandalisées. Mais tout s'estompa en un rugissement étouffé derrière les lourdes portes de la salle de bal. L'air frais de la nuit de State Street me frappa comme une gifle. Je hélai un taxi, mes mouvements automatiques. Mon téléphone vibra dans ma pochette avant même que le taxi ne se soit éloigné du trottoir. Daniel. Je le mis en silencieux. Il vibra encore et encore. Je regardais par la fenêtre le flou des lumières de la ville. Les mots de Jessica tournaient en boucle dans ma tête. Le cœur de la famille, acte de service, intégré. Le trajet en taxi fut un flou. Mon appartement, celui que je possédais depuis 3 ans avant que Daniel n'y passe jamais la nuit, me parut un sanctuaire. Je me débarrassai de la coûteuse robe lavande, une couleur que la mère de Daniel avait suggérée, et enfilai un vieux sweatshirt de Northwestern. Mon téléphone s'était allumé avec cet appel manqué et une série de textos. Daniel 21h47, Émilie, allez. Où es-tu parti? Daniel 21h49, tu as vraiment embarrassé ma famille là-bas. Daniel 21h53, appelle-moi.
Il faut qu'on parle. Jessica se sent très mal. Daniel 21h55, tu sais comment elle est. Elle ne le pensait pas comme ça. Daniel 22h01, c'est puéril. Reviens ou au moins réponds à ton téléphone. Je ne me sentais pas encore en colère. Je me sentais vide et profondément éveillé. Je remontais nos messages du début de la semaine, cherchant je ne sais quoi. Un signe que j'avais manqué. Puis un nouveau texto apparut. Pas de Daniel. Eleanor Wright 22h15, Emily. Chérie, tu nous as manqué à l'after party. Jessica partait d'une bonne intention. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. Tu apprendras nos coutumes. Hâte de t'avoir officiellement comme notre petite aide. Dors bien. Notre petite aide. L'espace vide en moi se remplit d'une rage froide et acérée. C'était si condescendant, si assuré, comme si mon départ n'était qu'un léger contretemps, un pépin temporaire dans mon inévitable assimilation. Je ne répondis pas. À la place, j'ouvris l'application Notes sur mon téléphone. Je tapais un seul titre, point de contentieux financier. Mon esprit, entraîné à résoudre des problèmes structurels, passa à une autre vitesse. L'émotion fut reléguée dans un compartiment où elle bouillonnait. Les faits étaient ce qui importait. La compte. La maison de ville de Lincoln Park. Mon rêve. Nous l'avions trouvé ensemble. Le prix demandé était élevé. Mes économies de 6 ans d'heures brutales au cabinet, $120 000, couvraient la compte de 20% et plus encore. Daniel avait contribué à hauteur de $25 000, une combinaison d'un cadeau d'anniversaire de ses parents et de certaines de ses propres économies. Laisse-moi au moins sentir que je contribue, avait-il dit avec ce sourire charmant. Le titre de propriété. Nous étions allés signer ensemble. Ça avait été un tourbillon. L'avocat, un vieil ami de Robert, avait parlé si vite. J'avais été si concentré sur le chiffre final, sur l'excitation. Avais-je lu chaque ligne? J'avais vu nos deux noms. J'avais supposé que c'était une propriété conjointe. Était-ce le cas? Un doute nauséabond se déroula dans mes entrailles. Le fonds pour le mariage. Mes parents étaient décédés des années auparavant. Mon héritage, géré avec soin, était mon filet de sécurité et mon fonds pour le mariage. J'avais déjà versé des acomptes pour le lieu, le photographe, l'orchestre, tous des prestataires subtilement orientés vers nous par Eleanor Wright. Daniel avait dit que sa famille couvrirait le dîner de répétition et la lune de miel. Ses contributions personnelles avaient été minimes. Il parlait de bonus de fin d'année, de planification future, de compte joint. Nous avions ouvert un compte chèque joint pour les dépenses partagées. Chaque mois, nous y déposions automatiquement un montant égal. J'avais insisté là-dessus, voulant que tout soit moderne et égalitaire. Il avait accepté facilement. Trop facilement. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à notre portail bancaire. Je parcourus les transactions du compte joint. Courses, factures, quelques bons dîners. Puis, le mois dernier, un virement à J. Wright de $1500. Mémo, remboursement de prêt. Jessica. Daniel ne l'avait pas mentionné. Je cliquai plus loin en arrière. Un autre virement plus petit 2 mois plus tôt. Même mémo. Mes mains étaient stables lorsque je pris mon téléphone. Je n'appelais pas Daniel. J'appelais ma colocataire de l'université, Chloé, qui était maintenant une avocate féroce spécialisée dans les divorces chez Klein et Bovet. Ça sonna 2 fois. Et M, tu ne devrais pas être jusqu'au cou dans le champagne et les canapés? Sa voix était joyeuse. Chloé, dis-je, et la platitude de ma propre voix me surprit. J'ai besoin d'une avocate. Pas pour un divorce. Pour une rupture de fiançailles. Le silence à l'autre bout du fil fut complet pendant un instant. D'accord, dit-elle, tout à fait professionnelle maintenant. Parle-moi. Que s'est-il passé? Je lui racontai. Je récitai le discours de Jessica. Mes questions, la réaction de Daniel, le texto de sa mère. J'énumérai les points financiers. Ma voix était détachée, clinique. Quand j'eus fini, Chloé laissa échapper un long élan sifflement. Waouh! Les Wright ont vraiment joué la carte femme de Stepford avec toi. D'accord, écoute.
Ne réagis pas. Ne réponds pas à ces textos avec quoi que ce soit d'émotionnel. Si tu dois répondre, sois un rocher gris. J'ai besoin d'espace pour digérer. C'est tout. Lundi matin, tu viens à mon bureau. On va récupérer l'acte de propriété. On gèle tous les actifs joints que tu peux. Et Émilie? Oui. Tu as fait la chose absolument juste. Poser ces questions dans cette pièce était la chose la plus courageuse et la plus intelligente que tu pouvais faire. Ça a forcé la vérité à éclater au grand jour avant que tu ne signes un certificat de mariage. Maintenant, il nous suffit de suivre l'argent. Je raccrochai. Le nœud d'anxiété dans ma poitrine se desserra juste un peu. J'avais un plan. J'avais une alliée. Un dernier texto clignota sur mon écran. Daniel 22h48, je suis devant ton appartement. Il faut qu'on parle. Laisse-moi entrer, Émilie. C'est ridicule. Je me dirigeai vers la fenêtre. En effet, son Audi tournait au ralenti au bord du trottoir en bas. Je pouvais voir la lueur de son téléphone sur son visage. Je le regardais pendant une minute entière. L'homme que j'étais censé épouser. L'homme qui était resté silencieux pendant que sa sœur m'offrait une vie de servitude avec un digestif au champagne. L'homme qui me qualifiait maintenant de ridicule. Je n'ai pas répondu par texto. J'ai simplement fermé les stores, marché jusqu'à ma chambre et fermé la porte. Les coups commencèrent quelques minutes plus tard. Doux, puis insistant, puis frustré. Je mis mes écouteurs, lançai un podcast et commençai à rédiger un email à mon agent immobilier sur la valeur marchande actuelle des maisons de ville de Lincoln Park. Les coups finirent par cesser. Le silence dans mon appartement n'était plus vide. Il était rempli d'un objectif sombre et éclairant. La fête de fiançailles était terminée. L'audit avait commencé. Les coups cessèrent juste après minuit. Le silence qui suivit fut plus oppressant que le bruit ne l'avait été. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine, la lueur crue de mon ordinateur portable éclairant un verre d'eau à moitié vide et ma copie imprimée de l'accord d'achat de la maison de ville. Le podcast avait été un tampon inutile. Je n'en avais rien entendu. Mon esprit, un processeur implacable, passait en boucle les mots de Jessica, le visage de Daniel et les froides colonnes de chiffres sur mon écran. Mon téléphone s'illumina avec un dernier texto. Daniel minuit 7, très bien, fais comme tu veux. On parlera quand tu seras rationnel. Rationnel? Le mot fut une étincelle dans une pièce remplie de gaz. Je posai le téléphone face contre table. Le sommeil était impossible. À 6 heures du matin, douché et vêtu d'un jean et d'un pull, je préparais du café quand une clé tourna dans la serrure de la porte de mon appartement. Mon corps tout entier se raidit. Il avait encore une clé. Bien sûr qu'il en avait une. Nous n'avions jamais discuté du fait qu'il devait la rendre. La normalité de cet oubli me parut maintenant grotesque. Daniel entra, l'air dévasté. Sa chemise de la nuit dernière était froissée, ses yeux injectés de sang. Il tenait un plateau en carton avec 2 cafés de notre endroit habituel. Le geste familier, la tentative de normalité, me retourna l'estomac. « Et dit-il, sa voix rauque. Je t'ai apporté un latte. Lait écrémé, dose supplémentaire. S'il te plaît, on peut juste parler ? » Il posa les cafés sur l'îlot, poussant l'un vers moi. Je ne le touchai pas. « Tu es entré chez moi, constatai-je, ma voix plate. Je vis encore ici, Émilie. La moitié de mes affaires sont là. » Il passa une main dans ses cheveux. « Écoute, à propos de la nuit dernière, mon Dieu, quel désastre. Je suis tellement désolé pour Jessica. Elle se met une idée en tête sur la façon dont les choses devraient être et elle vomit ça sur tout le monde. Elle se sent terriblement mal. » Je m'appuyai contre le comptoir, croisant les bras. « Vraiment ? » ?»« Oui. Elle m'a appelé en pleurant après ton départ. Elle a dit qu'elle essayait juste de t'accueillir, d'exprimer à quel point la famille valorise la cohésion. » « La cohésion, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça ? » Sa liste publique de mes futures tâches domestiques. Elle ne le pensait pas comme une liste, soupira Daniel, l'exaspération s'infiltrant dans son ton. C'est juste sa façon de faire. C'est comme ça qu'elle voit la famille. Ma mère fait toutes ces choses, et Jess pense que c'est comme un lien sacré. Elle essayait de t'y inclure.
en annonçant à tout notre entourage que je ferais la comptabilité de tes parents et que je serais la secrétaire sociale de ton père. Savais-tu qu'elle allait faire ça? Bien sûr que non, dit-il, mais ses yeux s'égarèrent une fraction de seconde. C'était autant une surprise pour moi que pour toi. Vraiment, demandai-je doucement. Tu n'avais pas l'air surpris, Daniel. Tu avais l'air mal à l'aise. Puis tu as regardé ton assiette. Tu n'as pas dit un mot. Pas un seul mot. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Éclata-t-il en levant les mains. Commencer une dispute avec ma sœur au milieu de notre fête de fiançailles? L'humilier devant toute la famille. L'ironie était si épaisse qu'elle étouffait l'air de la pièce. Alors il valait mieux la laisser m'humilier, moi. Elle ne t'humiliait pas. Mon Dieu, Émilie, tu es si sensible à ce sujet. Tu dois toujours tout transformer en manifeste féministe. C'était un toast mal formulé et trop enthousiaste. Je le fixais, l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 2 ans. L'homme qui avait loué mon ambition, qui avait dit qu'il aimait ma fougue. Maintenant, ma fougue, c'était moi qui étais, sensible, qui transformait les choses en manifeste féministe. Soyons clairs, dis-je, ma voix dangereusement calme. Tu crois que ces attentes, à savoir que je travaille à plein temps comme architecte tout en devenant la gestionnaire de maison non rémunérée pour tes parents, ne sont qu'un toast mal formulé? C'est ta position officielle? Il se dégonfla, s'appuyant sur l'îlot. Écoute, leurs attentes, elles sont démodées. Je le sais. Mais c'est ma famille. Tu m'épouses, tu les épouses. Il va y avoir des compromis. Des compromis, dis-je. D'accord, faisons un compromis. Si je gère le calendrier et les factures de tes parents, tu géreras les affaires de mes parents. Oh, attends. Je ne peux pas. Ils sont morts. Alors peut-être que tu peux prendre en charge l'entretien et la planification de mon portefeuille de propriété d'investissement à la place. Ça semble être un échange équitable pour le travail émotionnel de se souvenir des heures de thé de ton père. Ce n'est pas juste et tu le sais, marmonna-t-il. Pourquoi? Parce que c'est du vrai travail avec de vraies conséquences financières? Parce que ce n'est pas un travail de femme? Arrête de déformer mes mots, lança-t-il. C'est juste différent. Dans ma famille, les femmes s'occupent de la sphère domestique. Ça a toujours été comme ça. Ça marche pour elles. Et, demandai-je, la question que j'avais posée dans la salle de bal atterrissant maintenant dans l'espace froid et intime de ma cuisine, quel est le rôle de l'homme dans cette sphère domestique? De quoi t'occuperas-tu, Daniel? Spécifiquement? Il resta silencieux un long moment. Je serai le pourvoyeur, dit-il finalement, mais cela sonnait creux. Répétez. Nous pourvoyons tous les deux financièrement, à parts égales. Plus qu'à parts égales, si l'on regarde la compte pour notre maison. Je laissai cela en suspens. Alors encore une fois, quelle responsabilité tangible et spécifique dans la gestion de notre foyer et des affaires de ta famille prendras-tu pour être un partenaire égal? Son visage se durcit. Je ne vais pas rester ici à me faire interroger avec une liste de corvées, Émilie. Ce n'est pas une fusion d'entreprises. C'est un mariage, une famille. On se soutient mutuellement. On ne tient pas les comptes. Je ne tiens pas les comptes, Daniel. Je lis le règlement que ta sœur vient de me remettre. Et je demande si tu es dans mon équipe ou dans la leur. Il n'y a pas d'équipe, cria-t-il, son sang-froid finissant par voler en éclats. Ce n'est pas toi contre ma famille. Pourquoi dois-tu toujours rendre les choses si noires ou blanches? Tu ne peux pas juste essayer, pour moi? Tu ne peux pas juste accepter certaines choses pour faciliter les choses? Les dîners du dimanche ne sont pas la fin du monde. Aider ma mère avec ses feuilles de calcul quelques heures par mois, ce n'est pas de l'esclavage. Le voilà. Le cœur du problème. Accepter. Lui faciliter les choses. Mes efforts, mes compromis, ma dignité ravalée. C'était le prix d'entrée dans sa vie. La lucidité était si brutale qu'elle en était presque paisible. J'ai une question, dis-je, ma voix maintenant dépourvue de toute émotion. La compte, mes $120 000, tes $25 000. Sur le titre de propriété. Sommes-nous propriétaires conjoints, ou y a-t-il autre chose? Le changement de sujet le déstabilisa. Il cligna des yeux. Quoi? Pourquoi tu parles de ça maintenant?
Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Réponds juste à la question, Daniel. Quand nous avons signé au bureau de l'ami de ton père, que dit l'acte de propriété? Il se balança d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Il dit que nous en sommes tous les deux propriétaires. Mon Dieu, est-ce que c'est une question d'argent maintenant? Après ce qui s'est passé hier soir, tu t'inquiètes pour l'argent? Toujours, dis-je simplement. Et les virements de notre compte joint à Jessica? Les $1 500 du mois dernier. Celui d'avant. Remboursement de prêt. Tu n'as jamais mentionné que tu lui avais prêté de l'argent. Son visage devint pâle, puis rouge. Tu fouilles dans notre compte? Sérieusement? C'était privé. C'était une affaire de famille. Elle était dans le pétrin. C'est ma sœur, je l'aide. Avec notre argent commun, sans me consulter. Ce n'est pas notre argent tant qu'on n'est pas marié, techniquement, rétorqua-t-il, une attitude défensive et légaliste désespérée prenant le dessus. Et c'était ma contribution au compte. Je peux en faire ce que je veux. Donc, tes $25 000 d'acompte et tes contributions mensuelles sont à toi pour les dépenser dans les pétrins de ta famille, mais mon investissement financier significativement plus important dans notre avenir est quoi? Une propriété communautaire à gérer selon les directives de ta sœur? Tu es incroyable, murmura-t-il en secouant la tête. La nuit dernière, c'était à cause de la grande gueule de ma sœur, et maintenant tu essaies de me faire passer pour une sorte de prédateur financier. Tu es paranoïaque. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Une alerte de calendrier. 11 heures. Réunion avec Chloé. Bureau de Klein et Beauvais. Daniel le vit. Ses yeux se plissèrent. Chloé? Tu rencontres ton amie avocate à notre sujet? Tu plaisantes? Émilie. J'ai besoin de comprendre ma position légale, dis-je en prenant mon téléphone et mon sac. Puisque mon avenir semble être sujet à négociation par un comité, je ferais mieux de savoir ce que j'apporte à la table. Ta position légale, répéta-t-il, un hoquet de stupéfaction. Nous sommes fiancés. Nous sommes censés planifier un mariage, et tu parles à une avocate? Tu as refusé un contrat de mariage, Daniel, dis-je en me dirigeant vers la porte. Tu as dit que l'amour n'avait pas besoin de contrat. Il semble que tu avais tort. L'amour n'en a peut-être pas besoin, mais les traditions de ta famille, certainement. Je reviendrai plus tard. J'aimerais que tu sois parti. Et j'aimerais ma clé sur le comptoir. Tu me mets dehors pour ça? Je demande de l'espace et ma clé. Ou quoi, lança-t-il, un éclair de l'ancien Daniel confiant perçant à travers la panique. J'ouvris la porte et le regardai, debout dans la cuisine de la maison que j'avais achetée avant de le connaître, entouré de la vie que j'avais bâtie. Où je ferai changer les serrures aujourd'hui, et j'appellerai l'ami de ton père, l'avocat immobilier, pour demander un examen très spécifique et très urgent de notre titre de propriété. À toi de choisir. Je n'attendis pas de réponse. Je refermai la porte derrière moi. Le clic du loquet, un son définitif et satisfaisant. Le trajet jusqu'au bureau de Chloé au centre-ville fut un flou de ciel gris de novembre et de résolution d'acier. Le sentiment de vide avait disparu, complètement remplacé par une colère concentrée et électrique. Le bureau d'angle de Chloé était tout en lignes épurées et offrait des vues panoramiques sur la rivière Chicago. Elle se leva à mon entrée, se passant des salutations. D'accord, parle. Que s'est-il passé après ton départ? Je lui racontai la visite de Daniel, la conversation mot pour mot du mieux que je pouvais m'en souvenir. Quand j'arrivai à la partie sur les virements du compte joint, elle leva une main. Stop. Il a dit quoi? Ce n'est pas notre argent tant qu'on n'est pas mariés. Elle laissa échapper un rire court et sec. Oh, c'est précieux. Légalement inexact, mais précieux. Elle se mit à taper furieusement sur son clavier. Donne-moi les dates et les montants approximatifs de ces virements. Et le nom sur le compte est juste J. Wright? Oui. $1 500 le mois dernier vers le 15. Un autre de $800 environ 6 semaines avant ça. Elle hocha la tête en prenant des notes. Très bien, première chose à faire, l'acte de propriété. Elle tourna son moniteur vers moi. Elle avait déjà ouvert la base de données du bureau d'enregistrement des actes du comté de Cook. Tu m'as donné l'adresse. Voyons ce que le charmant monsieur Henderson, ami des Wright, a déposé.
Mon cœur battait la chamade contre mes côtes pendant qu'elle cherchait. Le voilà. Le registre de la propriété. Non. Lis la dévolution, dit Chloé doucement, en montrant une ligne de texte. Je la lus, puis je la relus. Les mots semblaient nager sur l'écran. La propriété est détenue par Daniel Perrite et Emily G. Lawson en tant que propriétaires conjoints. Le soulagement m'inonda pendant une seconde. Propriété conjointe. Cela signifiait une propriété à parts égales. Droit de survie. Continue de lire, dit Chloé, sa voix sombre. Je fis défiler. Il y avait un document joint. Une déclaration de fiducie qui avait été enregistrée simultanément avec l'acte. Je la parcourus. Mes connaissances juridiques étaient vagues, mais suffisantes pour saisir l'horreur. Oh mon Dieu, soufflai-je. Ouais, dit Chloé doucement. C'est une fiducie foncière. Une astuce sournoise, pas rare dans certains cercles. Vous êtes tous les deux bénéficiaires, c'est pourquoi ça ressemble à une propriété conjointe en surface, mais le fiduciaire, celui qui a le pouvoir de direction, celui qui contrôle la propriété. Est listé comme est Daniel Perrite. Elle tapa sur l'écran. Donc, il a le pouvoir unilatéral de vendre, refinancer ou transférer la propriété sans ta signature. Ton intérêt est bénéficiaire, ce qui signifie que tu as une participation financière, mais tu n'as aucun contrôle. Et le clou du spectacle, elle fit défiler vers le bas, le fiduciaire peut être changé par la nomination de la majorité des bénéficiaires. Comme il est le seul fiduciaire votant, il est la majorité. Il pourrait nommer son papa comme fiduciaire successeur demain s'il le voulait. Je me sentis physiquement malade. La pièce tangua. Il a dit que nous en étions tous les deux propriétaires. Nous étions assis là ensemble. L'avocat a parlé si vite. Il a parlé vite parce qu'il te roulait, dit Chloé platement. Tes 120 000 $ t'ont acheté une place à la table des enfants, Emily. Daniel détient toutes les cartes. Et étant donné la relation douillette entre cet avocat et la famille Wright, je parierais ma licence que c'était leur idée. Un moyen de sécuriser l'actif pour leur fils tout en te faisant sentir comme une participante égale. La trahison était si profonde, si froidement calculée, qu'elle me parut comme un coup physique. Ce n'était pas seulement l'arrogance de Jessica ou la lâcheté de Daniel. C'était une embuscade financière. Ils avaient prévu de m'enfermer, de rendre mon plus grand atout vulnérable à leur contrôle. Qu'est-ce que je fais? Ma voix était celle d'une étrangère. Premièrement, tu respires, dit Chloé, son ton changeant pour celui d'un général sur le champ de bataille. Deuxièmement, on se bat. C'est attaquable en justice. C'est une fraude par incitation. Tu as contribué à la majeure partie de l'acompte sur la base de la représentation d'une propriété à parts égales. On envoie une lettre de mise en demeure aujourd'hui à Daniel, à l'avocat et à la société de titres, exposant notre intention de poursuivre pour fraude et pour une fiducie constructive. Nous exigeons qu'il transfère immédiatement la propriété par acte de renonciation en une véritable propriété conjointe avec droit de survie, avec toi comme cofiduciaire, où nous déposons une plainte et demandons non seulement le changement de titre, mais aussi des dommages et intérêts. On gèle aussi ce compte joint. Maintenant. Elle glissa un bloc-notes vers moi. Note ton identifiant de banque en ligne. Je vais faire en sorte que mon assistante juridique, qui est aussi notaire, te voie signer une procuration limitée pour que je puisse agir en ton nom. On agit vite et on agit fort. J'écrivis, ma main stable malgré le tremblement dans mon âme. Et le mariage? Les acomptes? Tout s'arrête. Aujourd'hui, tu appelles chaque prestataire, tu cites des circonstances imprévues et tu demandes les politiques d'annulation. Pour certains, tu devras assumer les frais. Considère ça comme une leçon bon marché par rapport à ce que tu as failli perdre. Elle me regarda, ses yeux féroces. Emily, écoute-moi. Ce n'est pas un désaccord sur les dîners du dimanche. C'est une tentative systémique de te déposséder financièrement, socialement, personnellement. Le discours était le manifeste. La fiducie est le mécanisme d'application. Mon téléphone vibra dans mon sac, encore et encore. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était Daniel. Les 30 appels avaient commencé. Ne réponds pas, ordonna Chloé. Pas un mot. Toute communication passe par moi maintenant. Il n'est pas ton fiancé en ce moment. Il est la partie adverse dans un litige financier.
Je pris une profonde inspiration tremblante. Le dernier vestige de la femme qui avait enfilé une robe lavande la veille se dissolvait. D'accord, dis-je. Alors que Chloé commençait à dicter des instructions à son assistante, mon téléphone s'alluma sur la table. Un nouveau texto, pas de Daniel. Eleanor Wright 11h47, Emily, chérie. Daniel a le cœur brisé. Nous sommes tous si inquiets. Cette bêtise a assez duré. Viens dîner ce soir. Nous allons tout arranger. Jessica veut s'excuser. 19h. Ne sois pas en retard. Je le montrai à Chloé. Elle eut un sourire narquois. Un sourire de prédateur. Oh, bien. Ils ont convoqué le tribunal. Tu veux t'amuser un peu? Qu'est-ce que tu veux dire? Va dîner, dit-elle, ses yeux brillants. Ne dis pas un mot sur la fiducie. Ne mentionne ni moi ni la lettre. Écoute simplement. Laisse-les parler. Enregistre tout sur ton téléphone. Dans cet état, le consentement d'une seule partie suffit. Fais-leur réitérer leurs attentes. Fais confirmer à Daniel sur enregistrement qu'il était au courant de la structure de la fiducie. C'est une munition. Cela semblait dangereux. Cela semblait nécessaire. Qu'est-ce que je dois porter, demandai-je, ma voix sèche. Chloé rit. Porte une armure, ma chérie. Une armure invisible. Et envoie-moi le fichier audio quand tu rentreras. La maison de la famille Wright à Wilmette était un monument à la richesse discrète. Elle ressemblait moins à une maison qu'à un décor de théâtre pour un drame sur des gens riches se comportant mal. Je garai ma voiture, l'application mémo vocale de mon téléphone déjà en train d'enregistrer dans mon sac à main. Les mots de Chloé résonnaient, armure invisible. Eleanor ouvrit la porte avant que je ne puisse sonner. Son sourire était une ligne fine étendue. Emily, si heureuse que tu aies décidé de te joindre à nous. Nous étions inquiets pour toi. Son ton suggérait que j'étais une enfant turbulente. Merci de me recevoir, Eleanor, dis-je, ma voix neutre. La salle à manger était formelle. Jessica et Robert étaient déjà assis. Daniel était assis au bout, regardant sa serviette. Il n'a pas croisé mon regard. Une chaise vide m'attendait entre Jessica et Eleanor. Une place sur la ligne de tir. Nous nous servirons nous-mêmes, annonça Eleanor, désignant les plats de poulet rôti et de légumes. À la bonne franquette, plus intime. Dès que je me suis assise, Jessica se lança dans ses excuses, répétées et suintant la condescendance. Emily, à propos d'hier soir, je pense que tu as mal interprété mon enthousiasme. Je veux seulement que tu te sentes incluse. Les choses que j'ai mentionnées, ce ne sont pas des corvées, ce sont des privilèges. Les femmes de notre famille ont toujours été les gardiennes du cœur de notre foyer. Je pris une petite portion de poulet. Je vois. Et Daniel, de quoi les hommes de votre famille sont-ils les gardiens? Robert se racla la gorge. Un son d'avertissement sourd. Les hommes assurent la stabilité, la sécurité. Nous construisons les fondations pour que le cœur puisse s'épanouir. Il dit cela comme s'il citait un mauvais énoncé de mission d'entreprise. Fascinant, dis-je, gardant les yeux sur mon assiette. Une division du travail très spécialisée. Daniel, as-tu l'impression de construire des fondations stables pour nous? Daniel tressaillit. On peut ne pas faire ça maintenant? Mangeons, c'est tout. Oh, mais je suis sincèrement curieuse, insistai-je, mon ton léger. Étant donné que j'ai construit mes propres fondations financières, la compte de notre maison, par exemple. Quel genre de stabilité fournis-tu qui soit différente de la mienne? L'air se glaça. La fourchette de Jessica cliqueta contre son assiette. Cette maison est notre avenir, dit Daniel, me regardant enfin, ses yeux suppliants. Elle est à nous. Pourquoi tu parles d'argent là-dedans? Parce qu'hier soir, Jessica a parlé de travail. J'essaie juste de comprendre le modèle économique complet de ce mariage. Mon capital, mon travail, ta stabilité symbolique. C'est ton attitude qui est le problème, lança Jessica, son sang-froid se brisant. Cette pensée transactionnelle. Le mariage n'est pas un contrat d'affaires. Ah non, demandai-je, levant enfin les yeux, croisant son regard. Tu as présenté une liste de mes devoirs. Ça ressemble à une description de poste.
Je pose des questions sur la rémunération, les avantages et le rôle de mon partenaire. Ça me semble logique. Eleanor posa sa main sur la mienne. Elle était froide. Chérie, tu es à bout de nerfs. La maison est une bénédiction partagée. Les détails. L'ami du père de Daniel s'est occupé de tout ça pour vous protéger tous les deux. C'est si complexe. Mieux vaut laisser ça aux experts. Mon téléphone dans mon sac enregistrait chaque mot. Vous protégez tous les deux. La transition parfaite. J'en suis sûr, dis-je doucement. Cette structure de fiducie qu'il a mise en place, la fiducie foncière de l'Illinois. C'est complexe. Silence. Un silence profond et assourdissant. Le visage de Daniel devint blanc comme un linge. La fourchette de Robert s'arrêta en l'air. Jessica avait l'air confuse. Quelle fiducie, demanda Jessica. Daniel retrouva sa voix. Un son étranglé. Émilie, de quoi tu parles? C'est juste un acte de propriété standard. Ah oui? Je penchai la tête. Parce que ma compréhension est que dans une propriété conjointe standard, nous avons tous les deux le contrôle. Le document que j'ai examiné aujourd'hui dit que tu es le seul fiduciaire. Tu as le pouvoir de vendre notre maison sans ma connaissance ou ma signature, en utilisant mon argent. Je gardai mon regard fixé sur lui. Le savais-tu, Daniel, quand nous avons signé? Savais-tu que tu obtenais tout le pouvoir et moi, rien du tout? Écoutez-moi bien, commença Robert, sa voix tonitruante. Je demande à votre fils, Robert, dis-je, le coupant, mes yeux ne quittant jamais le visage effondré de Daniel. Bien sûr que non, je veux dire, l'avocat a expliqué que c'était pour la responsabilité, il balbutia, pour s'assurer que l'investissement de ta famille était sécurisé. Indépendamment de ce qui pourrait m'arriver, finis-je pour lui. C'était ça, le raisonnement? N'ose pas lui parler de cette façon. Jessica se leva, pointant un doigt vers moi. Espèce de petite ingrate. Après tout ce que nous avons essayé de faire pour toi, pour t'accueillir, vous avez essayé de faire de moi une servante sous contrat et votre frère a essayé de m'escroquer d'un investissement à 6 chiffres, constatai-je platement, me levant également. Les pieds de la chaise grincèrent contre le sol. Je dirais que votre accueil a été parfaitement clair. Je pris mon sac à main. Les fiançailles sont rompues. Considérez ceci comme mon retrait formel du programme Gardienne du cœur. Je ferai en sorte que mon avocate vous contacte demain. Daniel, tu auras de ces nouvelles ce soir. Ton avocate, couina Daniel. Oui, Chloé Klein de Klein et Beauvais. Tu devrais avoir le tien, probablement l'ami de ton père qui a monté cette petite arnaque, en numérotation rapide. Je me tournai et sortis de la salle à manger, traversai le hall caverneux et franchis la porte d'entrée. Je ne courus pas. Je marchai calmement jusqu'à ma voiture. Au moment où je mis le contact, mon téléphone s'alluma. Pas un appel. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Numéro inconnu 20h22, vérifie le site du bureau d'enregistrement du comté de Cook. Maintenant. Chloé. M'arrêtant un pâté de maison plus loin, je tripotais mon téléphone. Chloé m'avait envoyé un lien direct. Je cliquai dessus. C'était un nouveau dépôt concernant la maison de ville. Un avis de cession d'intérêt bénéficiaire, déposé aujourd'hui à 16h58. Daniel P. Wright avait cédé 50% de l'intérêt bénéficiaire de la fiducie foncière à Robert Wright. Il avait donné à son père la moitié de ma maison. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse. D'une rage blanche et incandescente. Il n'avait même pas attendu la lettre de l'avocat. Il avait paniqué et essayé d'ancrer davantage le contrôle de sa famille. Je lançai l'enregistrement vocal que je venais de faire. Ma propre voix, froide et claire, remplit la voiture. Le savais-tu, Daniel, quand nous avons signé? Savais-tu que tu obtenais tout le pouvoir et moi, rien du tout? Sa réponse hésitante et coupable était toute la confirmation dont j'avais besoin. J'appelai Chloé. Elle répondit à la première sonnerie. Tu as entendu? Il vient de donner la moitié à son père, dis-je, ma voix terriblement stable. J'ai vu. C'est un geste désespéré. Ça ne change rien à la fraude. Ça ajoute juste un autre défendeur au procès. Envoie-moi l'audio maintenant. La cavalerie arrive. J'envoyai le fichier.
Alors que je reprenais la route, mon téléphone se mit à vibrer, et vibrer, et vibrer. Daniel qui appelait. Jessica qui appelait. Robert qui appelait. Daniel qui appelait. Eleanor qui appelait. Je le mis en silencieux. L'écran clignotait encore et encore, une lumière stroboscopique de leur panique dans la voiture sombre. 30 appels, peut-être plus. Ils pouvaient appeler toute la nuit. J'avais fini d'écouter. Le bureau de Chloé sentait le café et le papier fraîchement imprimé. D'accord, ils ont déclaré la guerre avec ce dépôt de session. Maintenant, on riposte. Elle glissa un document sur le bureau poli. C'est la lettre de mise en demeure. Elle est adressée à Daniel, Robert, et à cet avocat véreux, Henderson. Elle expose la fraude. Cite la preuve audio de la connaissance de Daniel et leur donne 48 heures pour transférer la propriété par acte de renonciation en une véritable propriété conjointe avec toi comme cofiduciaire. S'ils ne le font pas, nous engageons une poursuite pour fraude, fiducie constructive et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous exigeons également la restitution intégrale de chaque centime que tu as mis dans cette maison, plus des dommages et intérêts. Je parcourus le jargon juridique. C'était brutal, précis et magnifique. Et le compte joint. Je l'ai ce matin. Ta procuration est passée. Son dépôt mensuel de $1200 est arrivé ce matin et il est bloqué. Il s'en rendra compte quand sa carte sera refusée pour le déjeuner. Un petit sourire vicieux se dessina sur ses lèvres. Maintenant, la partie amusante. Les réseaux sociaux. Chloé, je ne veux pas me lancer dans une guerre de publication avec Jessica. Pas une guerre. Une détonation contrôlée. Tu ne postes rien, mais tu dois contrôler le récit avant qu'elle ne te dépeigne comme une croqueuse de diamants hystérique. J'ai une amie dans la section style de vie et du Tribune. Ils adoraient une histoire de fiancée moderne annule son mariage suite aux exigences archaïques de sa belle famille. Anonyme, mais avec suffisamment de détails pour que quiconque dans ton cercle sache qu'il s'agit de toi. Ça cadre l'histoire à ta façon dès le départ. J'hésitais. Cela semblait nucléaire. Est-ce nécessaire? Émilie, il a donné ta maison à son papa. Il ne plaisante pas. Nous avons besoin de la pression publique. Ça rend un règlement à notre avantage plus attrayant pour eux. Son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil. Quand on parle du loup. C'est le bureau de Henderson. Tu veux écouter? Elle mit le haut-parleur. Chloé Klein. Madame Klein. Ici Martin Henderson. J'appelle concernant votre lettre plutôt incendiaire à la famille Wright. J'en suis sûr, Martin. Ma cliente a une simple demande. Réparer la fraude. Fraude est un mot fort et diffamatoire. Mes clients ont agi de bonne foi pour protéger les deux parties dans un achat d'actifs complexe. La fiducie foncière est un véhicule courant pour la protection de la responsabilité. L'incompréhension de votre cliente ne constitue pas une fraude. Je vis les yeux de Chloé se durcir. Incompréhension? Votre client, Daniel Wright, sur une ligne enregistrée, a admis ne pas comprendre pleinement les termes de la fiducie, bien que celle-ci lui ait accordé le contrôle exclusif d'un actif financé principalement par ma cliente. C'est une fraude par incitation. Puis, une fois confronté, il a tenté d'aliéner davantage son intérêt en le cédant à son père. C'est un détournement. Nous avons l'enregistrement, Martin. Nous avons la trace écrite. Nous gagnerons. Et quand nous le ferons, nous demanderons des frais de justice à votre cabinet pour votre rôle dans cette entreprise de bonne foi. Il y eut un long silence à l'autre bout. Un enregistrement? Oui, d'une conversation lors d'un dîner hier soir. État à consentement unique, Martin. Parfaitement admissible. Voulez-vous que je vous joue la partie où votre client balbutie sa non-explication? Son ton changea, devenant plus mielleux, plus conciliant. Madame Klein, nous pouvons sûrement résoudre cela sans traîner ces familles respectables dans la boue. Mes clients sont prêts à racheter l'intérêt bénéficiaire de Madame Lawson au montant de sa contribution initiale, $120 000, une rupture nette. Je sentis une vague de nausée. Ils voulaient me rendre mon argent initial et garder la propriété, l'appréciation, tout. Chloé rit. Un son court et sec. Aucune chance. La demande reste la même. Correction complète du titre.
48 heures. Le compte à rebours a commencé il y a 1 heure. Elle raccrocha. Elle me regarda. Ils ont peur. L'enregistrement change tout. Maintenant, ils vont essayer de me contourner. Ils vont appeler. Ils vont supplier. Ils vont menacer. Tu dis une seule phrase, parler à mon avocate. Puis tu raccroches. Compris? Mon téléphone vibra dans ma main. Daniel. Je montrai l'écran à Chloé. Fais-le. Je répondis, en mettant le haut-parleur. Parle à mon avocate, Daniel. Émilie, attends. S'il te plaît, écoute. Sa voix était rauque, paniquée. Tu ne peux pas faire ça. Tu as enregistré ma famille lors d'un dîner privé. C'est malsain. Parle à mon avocate, répétai-je, ma voix monotone. Mon père parle de te poursuivre en diffamation. Henderson dit que tu n'as aucune chance. Ils vont te ruiner. Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Chloé mima, menace, et pointa son téléphone, indiquant qu'elle enregistrait aussi l'appel maintenant. Est-ce une menace concernant ma carrière professionnelle, Daniel, demandai-je, rendant ma voix froidement curieuse. Parce que mon avocate écoute, et c'est juridiquement très intéressant. Il haleta, réalisant le piège. Non. Je veux juste dire mon Dieu, Émilie, tout ça est une erreur. Reviens juste à la maison. On peut arranger ça. Je vais arranger le truc de la fiducie. Comment? En demandant à ton papa de te rendre sa moitié? Et après? Je deviens la gardienne du cœur? Non merci. Parle à mon avocate. Tu n'es pas raisonnable. C'est juste une maison. C'est juste de la paperasse. Pourquoi détruis-tu notre avenir pour de la paperasse? L'ignorance pure et stupéfiante de la question me coupa le souffle. Ce n'est pas de la paperasse, Daniel. C'est du respect. C'est de l'intégrité. Tu n'en as aucune. Parle à mon avocate. Je mis fin à l'appel. Chloé laissa échapper un petit sifflement. Magnifique. Il vient de nous offrir sur un plateau des arguments de chantage et de coercition. Son ordinateur sonna. Elle regarda et son sourire narquois s'effaça. Eh bien, Jessica n'a pas attendu le tribune. Elle tourna le moniteur. C'était une publication Facebook partagée publiquement par Jessica Wright. À tous nos amis qui ont assisté à une telle laideur lors de ce qui aurait dû être une occasion joyeuse. Certaines personnes entrent dans une famille avec le cœur ouvert. D'autres viennent avec des calculatrices et des magnétophones. Le cœur de mon frère est brisé par une femme qui a valorisé la propriété plutôt que le partenariat et qui viole le caractère sacré d'un dîner de famille avec des enregistrements secrets. Nous prions pour elle. Elle avait déjà plus de 100 cœurs et émojis de visage en colère. Les commentaires affluaient. Tellement horrible, Jess. Tu as essayé de l'accueillir. Un magnétophone? Comportement de psychopathe. Daniel a évité le pire. Mon visage brûlait. La fausse représentation était à couper le souffle. Pile à l'heure, dit Chloé en faisant craquer ses doigts. Maintenant, nous publions notre communiqué. Pas de toi, de moi. Elle se mit à taper furieusement. Un communiqué de presse à ses contacts et une publication sur la page professionnelle du cabinet. Uniquement les faits. Pas d'émotion. 15 minutes plus tard, elle me montra, Klein et Beauvais, au nom de notre cliente Emily Lawson, confirme la dissolution de ses fiançailles avec Daniel Wright. Cette décision fait suite à la découverte de graves fausses déclarations financières faites par M. Wright concernant un achat de propriété en commun, où Madame Lawson a fourni la majorité du capital mais s'est vu refuser tout droit de contrôle ou de propriété. De plus, après confrontation, Monsieur Wright a tenté d'aliéner unilatéralement la propriété. Madame Lawson a déposé des demandes formelles de restitution. Il s'agit d'une simple affaire de fraude financière et de manquement à une obligation de fiducie. Nous disposons de preuves concluantes, y compris des aveux enregistrés, pour étayer nos affirmations. Nous ne jugerons pas cette affaire sur les réseaux sociaux, mais nous corrigerons les faits lorsqu'ils seront diffamés par des parties intéressées. Toute autre demande doit être adressée à ce bureau. C'est parfait, murmurai-je. C'était factuel. Ça les faisait passer pour des escrocs. Ça paraîtra dans le Crânes Business Digest demain.
Leur cercle se soucie plus de ça que de Facebook, dit Chloé. Maintenant, rentre chez toi. Déconnecte. Laisse-les tourner dans la tempête que nous venons de déclencher. Je retournai à mon appartement, l'esprit en ébullition. En entrant, mon téléphone fixe sonnait. Le téléphone de la maison que je n'utilisais jamais. Je le fixai. Seules quelques personnes avaient ce numéro, mes parents, aujourd'hui décédés, et la famille de Daniel. Je décrochai, sans rien dire. Émilie. C'était Eleanor Wright. Sa voix était tendue, dépouillée de son ton mielleux habituel. Cela a assez duré. Vous allez arrêter ça. Vous allez retirer ces mensonges de votre avocate, et vous allez régler ça discrètement. Nous sommes prêts à vous offrir 150 000 $, plus que ce que vous avez investi. Mais vous signez un accord de confidentialité. Vous disparaissez. Vous ne parlez plus de ma famille. Je sentis un calme terrifiant. Ou quoi, Eleanor? Votre fils a déjà menacé ma carrière. Quelle est votre version? Vous allez me mettre sur liste noire au country club? Gâcher ma réputation auprès de votre conseil d'administration caritatif? Une inspiration brusque. Espèce de sotte. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous mesurez. Nous avons bâti cette ville. Votre petite avocate ne peut pas vous protéger des conséquences de la diffamation de notre nom. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai, dis-je doucement. Et j'enregistre aussi cet appel. Alors, merci pour la preuve. Parlez à mon avocate. Je raccrochai. L'armure invisible dont Chloé avait parlé se durcissait en acier. Ce n'était pas une famille. C'était un syndicat, et je venais de déclarer la saison de la chasse ouverte sur leurs opérations. La tempête éclata à 9 h le lendemain matin. Mon téléphone, réglé sur « Ne pas déranger », sauf pour le numéro de Chloé, vibrait toujours comme un frelon piégé avec des notifications, des tags Facebook, des messages directs Instagram, des emails de vagues connaissances. L'article du Tribune avait été publié et le communiqué de presse clinique de Chloé avait été repris par Cranes Chicago Business. Le récit passait de « fiancée et conduite » à « fraude financière présumée ». Ma boîte de réception personnelle avait un nouveau message avec pour objet « urgent », pour vos yeux seulement. L'expéditeur était un service crypté que je ne reconnaissais pas. Mon pouce accéléra. Je l'ouvris. Émilie, vous ne me connaissez pas, mais je travaille avec Daniel chez Gibson et Finch. Je ne peux plus rester silencieux. Ça fait des mois qu'il dit à tout le monde qu'il a ferré une architecte riche qui leur achète une maison à Lincoln Park. Il appelait ça son plan de retraite. Il a montré les documents de la fiducie à plusieurs d'entre nous lors d'un apéro une fois, se vantant de la façon dont l'avocat de son père l'avait ficelé pour que vous ne puissiez pas faire de folie en cas de divorce. Je suis désolé, je pensais que c'était juste des paroles d'ivrogne. Après avoir vu les nouvelles aujourd'hui, je sais que ce n'était pas le cas. J'ai des captures d'écran de ces textos à ce sujet. Faites-moi savoir si vous en avez besoin. Un collègue. 6 juin se trouvaient 3 photos floues mais lisibles d'échanges de textos sur le téléphone de Daniel. L'un a un ami nommé Marc, mec, les discussions sur le contrat de mariage sont un cauchemar. Heureusement, Henderson a structuré la maison pour que ça n'ait pas d'importance. Elle ne peut pas toucher à l'actif. Génial, non? La vérité froide et calculatrice était pire que la trahison émotionnelle. C'était une stratégie commerciale, et j'avais été la cible. J'ai tout transféré à Chloé avec une seule ligne, plus de munitions. Sa réponse fut instantanée, bingo. Tiens bon. Ne réponds pas encore à l'expéditeur. Je me versais du café quand mon interphone sonna. Pas mon téléphone. L'interphone du vieil immeuble. Peu de gens avaient ce code. Daniel? Je m'approchai et appuyai sur le bouton. Oui. Émilie. C'est Jessica. Il faut qu'on se parle, face à face. Sans avocat. Sa voix était tendue, dépouillée de sa confiance performative habituelle. Un frisson de curiosité dangereuse me traversa. La voix de Chloé résonna dans ma tête, laisse-les parler. Enregistre tout. J'avais mon téléphone à la main. J'ouvris l'application d'enregistrement, appuyai sur enregistrer et le posai, écran vers le bas, sur la table de l'entrée. Je vous écoute, dis-je dans l'interphone. Pas comme ça. Laissez-moi monter.
5 minutes. C'est tout. Je débattis. Laisser le loup entrer dans la bergerie était risqué, mais le savoir, c'était le pouvoir. 5 minutes, dis-je en lui ouvrant. Elle paraissait plus petite en personne, sans podium ni table à manger pour commander. Son manteau cher était mal boutonné, ses yeux rougis. Elle n'attendit pas d'invitation, me dépassant pour entrer dans le salon. « Il faut que tu rappelles ton chien d'attaque », dit-elle en se retournant, se passant de tout prétexte. « Chloé est mon avocate. Vous devrez parler avec elle. » Il ne s'agit plus de cette fichue maison, sifflait-elle, son sang-froid se fissurant. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? » Ce communiqué de presse. Fraude financière. Les associés de mon mari l'appellent. Mes amis chuchotent. Tu nous fais passer pour des criminels. N'est-ce pas le cas, demandai-je calmement, m'appuyant contre le cadre de la porte, bloquant sa sortie. Le plan semble assez proche du crime, de mon point de vue. C'était une erreur. Un truc juridique stupide. Daniel ne le comprenait pas non plus. Les textos de ses collègues suggèrent le contraire, dis-je, regardant son visage pâlir. Il semblait le comprendre très bien quand il s'en vantait à ses copains. Elle tressaillit comme si elle avait été giflée. L'information était nouvelle pour elle. Bien. C'est un oui-dire. Ça n'a pas d'importance. Elle s'approcha, sa voix tombant à un murmure venimeux. Ce qui importe, c'est que tu arrêtes maintenant, ou je te ruinerai. J'ai failli rire. Comment ? En postant d'autres platitudes vagues sur Facebook ? Je pense qu'on a dépassé ce stade, Jessica. Un sourire méchant tordit ses lèvres. Je sais des choses sur toi, Émilie. Des choses de ton passé. Cette petite dépression que tu as eue à l'université. L'hospitalisation. Les médicaments. Que penserait ton cabinet d'architecte chic s'il savait que leur conceptrice vedette était instable ? Un passif ? L'air quitta mes poumons. Ma lutte à l'université avec une grave dépression après la mort de mes parents. Mon bref traitement volontaire en milieu hospitalier. C'était mon secret le plus gardé. Daniel était le seul à qui je l'avais jamais dit. C'est Daniel qui te l'a dit, murmurai-je, la trahison une blessure fraîche. Il me dit tout, ricana-t-elle. Il s'inquiétait pour toi. C'est un bon frère. Et maintenant, c'est moi qui m'inquiète. Une femme fragile sous un stress immense, faisant des accusations folles. C'est une histoire tragique, mais les gens comprendraient. Ils auraient pitié de toi, puis ils rejetteraient chaque mot que tu dis. La rage était un courant froid et clair maintenant. Elle me concentra. Vous me menacez de divulguer mon historique médical privé pour me discréditer professionnellement si je ne retire pas mes plaintes légales. J'exprime mon inquiétude pour votre bien-être, dit-elle, la façade de sollicitude revenant, grotesque et transparente. Et le bien-être de ma famille. Abandonnez les demandes. Acceptez le rachat, signez l'accord de confidentialité, et nous pourrons tous passer à autre chose. Votre petit secret restera en sécurité avec moi. Je la fixai. Cette femme qui venait de franchir la ligne du cruel au monstrueux. L'application d'enregistrement sur mon téléphone était un témoin silencieux à quelques centimètres. Vous savez, dis-je, ma voix étrangement calme, j'ai aussi fait quelques recherches. Avec toutes ces histoires de finances familiales et d'obligations, je suis devenue curieuse. Votre mari, Paul, il est associé dans ce cabinet de capital risque, n'est-ce pas ? Et vous êtes la directrice de bureau pour l'entreprise familiale, Wright Holdings. Ses yeux se plissèrent. Où voulez-vous en venir ? Mon point est la liquidité. Gérer un family office. Gérer les distributions. C'est complexe. J'ai demandé à mon avocate de regarder certains dépôts de propriété récents. Le prêt sur votre maison de Lake Forest était étonnamment important. Et puis il y a le moment curieux de ces prêts et du compte joint de Daniel, mon compte joint à vous, juste avant que de gros paiements d'impôts ne soient dus pour Wright Holdings. Je bluffais, tissant ensemble des bribes de ragots de Chloé et les registres de prêts publics qu'elle avait mentionnés, mais le visage de Jessica me dit que j'avais touché un nerf. Sa suffisance s'évapora, remplacée par une lueur de panique. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, cracha-t-elle, mais le venin avait disparu, remplacé par la peur. Ah non ? Je me décollai du cadre de la porte.
Je pense que la SEC pourrait être intéressée par les flux de trésorerie d'un family office qui a besoin de prêts réguliers non documentés du compte personnel de son fils. Ou peut-être juste votre beau-père. J'entends dire que le père de Paul est assez à cheval sur l'obligation de fiducie. Sa main vola à sa bouche. La couleur quitta son visage. Vous n'oseriez pas. Vous venez de menacer de détruire ma carrière en utilisant ma santé mentale comme une arme, dis-je, ma voix basse et stable. Vous avez essayé de faire de moi la servante sous contrat de votre famille. Votre frère a conspiré pour me voler. Alors dites-moi, Jessica, exactement quelle ligne vous pensez que je ne franchirai pas? Elle tremblait maintenant, son assurance antérieure complètement brisée. Que voulez-vous? Je veux que vous partiez. Et je veux que vous sachiez ceci. Si un seul mot de mon histoire privée fuite à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, mon prochain appel ne sera pas à mon avocate. Il sera à la Security and Exchange Commission. Et je leur fournirai chaque relevé de transaction, chaque texto, chaque bride de spéculation que j'ai sur vous qui vous démenez pour couvrir vos traces avec l'argent de Daniel, avec mon argent. Sommes-nous clairs? Elle hocha la tête. Un mouvement rapide et saccadé, incapable de parler. Dehors. Elle courut presque jusqu'à la porte, tâtonnant avec le loquet. Quand il claqua derrière elle, je laissai échapper un long souffle tremblant. Je marchai jusqu'à la table et arrêtai l'enregistrement. Je rejouai la dernière minute. Ma voix, froide et menaçante, et son silence terrifié. C'était une impasse nucléaire. Destruction mutuelle assurée. Mon téléphone vibra. Un texto de Chloé. Chloé, info. Henderson vient d'appeler. Ils ont accepté nos conditions. Toutes. Ils transféreront la propriété à ton seul nom dans les 24 heures pour éviter un litige. Ils veulent un accord de confidentialité mutuelle. Je fixai le message. Victoire. Une reddition complète et inconditionnelle. La visite de Jessica prenait tout son sens. C'était leur dernière tentative désespérée pour éviter d'être exposés sur une échelle bien plus grande qu'une simple rupture de fiançailles compliquée. Je tapai ma réponse, mes doigts stables. Pas d'accord mutuel. Je ne signerai rien qui me fasse taire. Ils peuvent avoir mon silence sur leur combine financière seulement s'ils rendent chaque centime que j'ai investi plus 50% de la valeur appréciée, calculée par un évaluateur indépendant. Et une déclaration publique de Daniel admettant qu'il a déformé les conditions de la propriété. Sinon, je prends la maison et l'histoire devient publique. J'ajoutai le fichier audio de la visite de Jessica et écrivis « Nouveau levier ». Jessica vient de menacer de divulguer mon historique médical confidentiel. J'ai contré avec des implications sur sa mauvaise gestion des fonds familiaux. Elle a cédé. Utilise ça. Ils sont terrifiés à l'idée d'un audit plus approfondi. Les 3 petits points apparurent immédiatement, puis disparurent, puis réapparurent. Finalement, sa réponse arriva. Chloé, bon sang. Tu es un ange vengeur. Je présenterai les nouvelles conditions. Ils vont s'étouffer avec, mais ils les avaleront. Ils n'ont pas le choix. Je regardai autour de mon appartement silencieux. Le champ de bataille avait changé. Il ne s'agissait plus de gagner une maison ou un règlement. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais blesser quelqu'un comme ça. Le prix de mon silence venait d'augmenter. Et pour la première fois depuis la fête de fiançailles, je me sentis non seulement lucide, mais puissante. Le haut-parleur de la conférence téléphonique de Chloé bourdonnait. Martin, Émilie est ici. Nous sommes prêts. Donnez la réponse de vos clients. La voix de Henderson était lasse. Nous acceptons les nouvelles conditions financières de Madame Lawson. Valeur estimée, 50% pour elle plus la restitution complète. Nous n'acceptons pas de déclaration publique de Daniel. C'est non négociable. Alors nous avons terminé, dis-je, ma voix plate. L'histoire part à la rédactrice en chef du Tribune Lifestyle dans 1 heure, avec des extraits audio. Attendez. C'était la voix de Daniel, tremblante et brute sur la ligne. Émilie, s'il vous plaît. Une déclaration publique ça me détruirait au travail. C'est une fin de carrière. Vous auriez dû y penser avant de détruire notre partenariat, répliquai-je. Nous accepterons un affidavit privé et signé de Daniel admettant la fausse déclaration, intervint Henderson, essayant de reprendre le contrôle.
Il pourra être utilisé dans toute procédure judiciaire future que vous souhaiterez, mais il restera sous le sceau de la confidentialité. Et en retour, votre silence total sur toutes les questions, y compris les préoccupations spéculatives concernant Wright Holdings. Il négociait âprement pour garder la fraude secrète. La peur de Jessica était mon levier. L'affidavit est un début, dit Chloé. Mais il nous faut plus. Nous voulons que toutes les copies numériques des dossiers médicaux privés d'Emily détenus par un membre de la famille Wright soient supprimées. Nous voulons une confirmation écrite de leur consultant en sécurité informatique. Et nous voulons que Jessica Wright signe un accord contraignant distinct de ne plus jamais contacter Emily, professionnellement ou personnellement, sous peine de dommages financiers importants. C'est scandaleux, cria Daniel. Vraiment, demandai-je. Votre sœur s'est tenue dans ma maison et a menacé d'utiliser mon historique de santé comme une arme. Je veux que l'arme soit détruite et que celle qui la manie soit désarmée. Ce sont mes conditions non négociables. Un long silence. Nous entendîmes des discussions étouffées de leur côté. Puis Henderson revint. Vaincu. D'accord. Tout. Nous préparons les documents de règlement. Encore une chose, ajoutai-je. Je veux que ce soit fait en 72 heures. J'en ai assez de vivre dans ce drame. Le temps est compté. Après que Chloé ait raccroché, elle laissa échapper un petit sifflement. Tu as mené une négociation difficile. Propriété exclusive de la maison de ville, un paiement en espèces massif, un aveu enfermé dans un coffre-fort, et Jessica muselée. C'est une victoire totale. Ce n'est pas propre, dis-je en rassemblant mes affaires. Les 72 heures furent un cessez-le-feu tendu. Mon téléphone était, heureusement, silencieux. Je me concentrais sur le travail. Les lignes précises des plans d'architecte, un antidote apaisant au chaos émotionnel. Le matin du 3e jour, on sonna à ma porte. Un coursier avec une épaisse enveloppe de format légal, les documents de règlement du cabinet de Henderson. Au moment où je signais la dernière page, mon téléphone vibra. Daniel. Contre mon gré, je répondis. C'est fait, dit-il, sa voix vide. L'argent est en cours de virement. L'affidavit est signé. La maison est à toi. Tu es heureuse maintenant? Tu m'as ruiné. Mes parents ont dû liquider des actions pour couvrir ton paiement. Le mari de Jessica ne lui parle plus. Tu as déchiré ma famille. Le manque de remords était stupéfiant. Je n'ai rien déchiré du tout, Daniel. J'ai juste refusé d'être avalée tout entière. C'est toi qui as fait ça. Toi, Jessica et tes parents avec vos combines et vos règles. Il laissa échapper un rire amer et étouffé. Tu sais ce qui est le plus tordu? La seule raison pour laquelle j'ai eu accès à l'argent de ce fonds en fiducie pour te payer, c'est parce que j'ai eu 30 ans. La seule chose dans ma vie qui était enfin à moi, et tu l'as prise. Un fonds en fiducie. Bien sûr. La dernière pièce du puzzle. Ça, stabilité symbolique, avait toujours été un héritage garanti. Mes économies durement gagnées n'étaient qu'un outil pratique pour tirer parti de sa future richesse. Au revoir, Daniel, dis-je, et je mis fin à l'appel. Je regardais la pile de documents signés. C'était fini. J'avais gagné. Mais en plaçant l'enveloppe du coursier près de la porte, je ne ressentis aucun triomphe, seulement un soulagement profond hélas. La bataille était terminée. Mais le coup du silence que j'avais exigé commençait à peine à s'installer dans mes os. Le texto de Jessica était une lame de glace, retrouve-moi à Columbus Park maintenant où ton secret part à tous les associés de Fitzgerald Reed avant 17 heures. Je le montrai à Chloé. Elle panique, dit Chloé, parcourant les derniers dépôts. L'indice envoyé anonymement à la SEC via son réseau avait déclenché une enquête de routine sur Wright Holdings. La pression fonctionne. Va, enregistre. Achève-la. Le parc était sinistre. Gris hivernal. Jessica se tenait près de la fontaine vide, son visage pincé par la fureur. Elle n'attendit pas de salutation. Espèce d'incroyable une enquête de la SEC? Les associés de mon mari sont en pleine crise. Ils nous prennent pour des criminels. Je gardai ma voix calme, mon téléphone enregistrant dans la poche de mon manteau. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez, Jessica. Je ne suis pas dans la finance. Ne joue pas à l'idiote, cracha-t-elle en s'approchant.
Tu te crois si maligne avec ton avocate et tes enregistrements. Eh bien, j'ai quelque chose pour toi aussi. Elle me tendit son téléphone. Sur l'écran, un document scanné, un résumé de sortie de l'hôpital Northwestern Memorial, datant d'année, avec mon nom et un diagnostic de trouble dépressif majeur. À quelle vitesse penses-tu que ton statut d'étoile montante va chuter quand ça atterrira au RH? L'architecture est un milieu conservateur, Émilie. Il n'aime pas les passifs. Il n'aime pas l'instabilité. La violation était absolue. Voir ce document privé dans sa main me donnait la chair de poule, mais la peur avait disparu, consumée par une fureur plus froide. Vous avez obtenu mes dossiers médicaux privés illégalement, constatai-je, les mots mesurés. C'est une violation de la loi HIPAA. Un crime fédéral. Qui avez-vous soudoyé? Un employé de l'hôpital? L'ancien colocataire de Daniel qui travaille à l'administration? Son sourire narquois faiblit une seconde. Prouve-le. Je n'ai pas à le prouver pour t'envoyer en prison, Jessica. Il me suffit de donner cet enregistrement et ta menace au bureau du procureur des États-Unis. Ils le prouveront. Je fis un pas vers elle. Mais parlons de ton crime. L'argent. Les prêts de Daniel n'étaient pas pour une nouvelle BMW, n'est-ce pas? C'était pour couvrir le déficit des comptes de l'entreprise familiale. Celui que tu gères. Celui sur lequel la SEC renifle maintenant. Son visage devint cendré. C'est un mensonge. Vraiment? J'ai des relevés de transactions. J'ai des spéculations. La SEC adore les spéculations. Ils assigneront tout à comparaître. Vos emails, vos textos, vos documents de prêt hypothécaire. Ils mettront en pièces votre vie parfaite à la recherche de la vérité. Et le père de Paul, que pensera-t-il quand il découvrira que sa belle-fille trafiquait les comptes? Elle tremblait maintenant, son assurance complètement brisée. Tu ne peux pas, je l'ai déjà fait, dis-je doucement. L'indice a été déposé. La machine est en marche. Le fait que tu menaces ma carrière avec un dossier médical illégal ne fait qu'accélérer les choses. Alors vas-y, envoie-le. Vois ce qui se passe. Des larmes de rage et de terreur remplirent ses yeux. Que veux-tu? Je veux que tu comprennes, dis-je en me penchant pour qu'elle seule puisse entendre. Tu as essayé de me briser. Tu as essayé de me rabaisser. Tout ce que tu as fait, c'est me montrer à quel point ton château est fragile. Il est bâti sur des secrets et l'argent des autres. Et j'ai les clés. Je me tournai pour partir. Attends, cria-t-elle, sa voix se brisant. S'il te plaît, annule tout ça. La SEC. Je détruirai les dossiers. Tous. Je ne te parlerai plus jamais. Je m'arrêtai, la regardant. La SEC n'est pas un robinet que je peux fermer, Jessica. Tu aurais dû y penser avant de voler ta famille et de menacer la mienne. Je m'éloignai, la laissant sangloter près de la fontaine sèche. Le froid dans l'air semblait pur. Le secret était révélé, non pas le mien, mais le sien, et son poids était maintenant le sien seul à porter. Le bureau de Chloé semblait différent maintenant, moins un bunker qu'un centre de commandement après une victoire décisive. Les feuilles de calcul et les bloc-notes juridiques avaient été remplacés par un unique document volumineux. Le règlement final, dit-elle en le glissant sur le bureau. Ils ont complètement cédé. Je parcourus le résumé. La maison de ville était mienne, libre et quitte de toute charge via un acte de renonciation déjà déposé. Un virement bancaire pour la somme convenue, mon investissement initial plus une part stupéfiante à 6 chiffres de la valeur appréciée était en attente. L'affidavit de Daniel admettant la fausse déclaration intentionnelle de la structure du titre de propriété était joint. Les clauses de confidentialité et de non-dénigrement étaient mutuelles mais étroites, se concentrant uniquement sur le règlement de la propriété. Elles ne couvraient pas les manœuvres financières de Jessica ni ses menaces. Et mes dossiers médicaux, demandai-je, mon doigt posé sur cette clause. Un affidavit signé du consultant en sécurité informatique de leur famille, confirmant que toutes les copies numériques ont été purgées de tout appareil ou stockage cloud lié à un membre de la famille Wright. C'est un document juridiquement contraignant. S'ils ont menti, les pénalités sont sévères. Chloé se pencha en arrière, une lueur de satisfaction dans les yeux. L'enquête de la SEC est un feu qui couve lentement. C'est hors de nos mains maintenant, mais ça les maintient très honnêtes. Mon téléphone vibra. Une notification de ma banque.
Le virement était arrivé. Le nombre était si grand qu'il semblait abstrait. Ce n'était pas de la joie que je ressentis, mais une finalité profonde et apaisante. C'est fini, soufflai-je. Presque, corrigea Chloé. Il y a un dernier courrier pour toi. Elle me tendit une enveloppe épaisse et crémeuse. Mon nom était écrit d'une écriture élégante et familière que je n'avais pas vue depuis des années. Eleanor Wright. Je l'ouvris. Un chèque en tomba. Pour 50 000 $. Une note était jointe. Émilie, ceci ne fait pas partie du règlement. C'est pour moi. Un geste de sincères excuses pour la douleur que ma famille vous a causée. J'avais tort. J'ai élevé un fils faible et une fille cruelle. Je le vois maintenant. J'espère que cela pourra vous aider à construire un nouvel avenir, un avenir libre de notre ombre. S'il vous plaît, aucune réponse n'est nécessaire. Eleanor. Je le fixai, abasourdi. Qu'est-ce que c'est? Chloé prit le chèque, l'examinant. Un paiement de culpabilité. Une tentative désespérée d'absolution morale. Il est propre. Sans condition. Encaisse-le. Considère-le comme des dommages moraux. Ça me semble sale. C'est l'argent le plus propre que tu recevras jamais d'eux, dit-elle sans détour. C'est un aveu de culpabilité. Prends-le. Fais en don. Brûle-le. Mais ne le renvoie pas. C'est ce qu'elle veut. Une victoire morale. Une connexion. Refuse-la lui. J'acquiesçai, pliant le chèque dans l'enveloppe. Le dernier artefact bizarre de la guerre. Alors, dit Chloé, son ton changeant. Quelle est la suite pour Emily Lawson? Des vacances, une voiture de sport, un acompte sur un château. Je regardais par sa fenêtre la ligne d'horizon étincelante, la ville qui abritait mes anciens rêves et ma nouvelle réalité. Je vais vendre la maison de ville, dis-je. Elle est souillée. Et avec ça, je tapotai le résumé du règlement, je n'en ai pas besoin. Et puis un objectif, clair et précis, s'était formé dans les espaces calmes entre les batailles. Je vais créer une organisation à but non lucratif. Un fonds juridique et un centre de ressources pour les gens, surtout les femmes probablement, qui se font avoir dans des arrangements financiers prénuptiaux. Fini les il a dit, elle a dit. Juste de l'éducation, des ressources et l'accès à des avocats qui ne sont pas des amis de la famille. Le masque professionnel de Chloé glissa, révélant une surprise sincère et quelque chose comme de la fierté. Eh bien, bon sang. C'est vraiment incroyable. Tu auras besoin d'un conseil d'administration féroce et d'un avocat fondateur. J'en connais une bonne, dis-je en croisant son regard. Un lent sourire se répandit sur son visage. Je libérai mon emploi du temps pour la première réunion. Je me levai pour partir, le poids des documents dans ma main me semblant être une fondation, pas une encre. Merci, Chloé, pour tout. Ne me remercie pas, dit-elle en me raccompagnant à la porte. Envoie-moi juste les 10 premiers clients. Maintenant, file. Tu as un avenir à construire. En sortant dans la rue animée, le vent glacial me parut comme un baptême. Mon téléphone vibra une dernière fois. Une alerte d'actualité de Cranes Chicago Business. Le titre me fit m'arrêter net, Wright Holdings annonce un audit interne. Le directeur financier démissionne au milieu d'une transition familiale. Le sous-titre mentionnait un « examen volontaire de certaines pratiques de gestion de la liquidité ». Le monde de Jessica se fissurait. La façade publique changeait. Ce n'était pas un scandale. Pas encore. C'était une implosion professionnelle silencieuse. Le genre qui ruine les réputations et met fin aux adhésions au country club. Je ne souris pas. Je ne ressentis aucune schadenfreude. Je supprimai simplement l'alerte, éteignis le téléphone et me fondis dans le flot de gens, anonymes et libres. Le passé était réglé. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, était entièrement mien. La pluie estompait les lumières de la ville entraînées dorées sur la fenêtre de mon bureau. Il était plus de 20 heures, l'étage silencieux à l'exception du bourdonnement des serveurs. Je rangeais mes affaires quand l'ascenseur sonna et des pas pressés et soudain résonnèrent dans le couloir vide. Daniel était là, trempé, sa veste de costume collée à lui. Il avait l'air vidé, ses yeux hagards. « Émilie, s'il te plaît. » La sécurité serait là en quelques minutes si j'appuyais sur le bouton de panique.
Je ne le fis pas. Je me contentais de le regarder. Tu ne devrais pas être ici. Je sais. Je sais. Il passa une main tremblante dans ses cheveux mouillés. Je devais te voir. Pour t'expliquer. L'affidavit a expliqué tout ce que j'avais besoin de savoir. C'étaient les mots juridiques de Henderson. Ça c'est moi. Il s'approcha. L'odeur de la pluie et de whisky éventé m'atteignit. Tu crois que je voulais ça? La fiducie, les règles, j'étais piégé. Tu avais une clé et un acte signé te donnant tout le pouvoir, Daniel. Ce n'est pas un piège. C'est un royaume. C'est une cage dorée. Éclata Théil, sa voix se brisant. Tu ne comprends pas ma famille. Ce ne sont pas que les dîners du dimanche. C'est tout. Mon travail chez Gibson et Finch, le partenaire de golf de mon père et l'associé directeur. Mon fonds en fiducie est libéré seulement avec la maturité, leur définition. Jessica est l'exécutrice. Si je sors du rang, si je les embarrasse, l'argent se tarit. Les recommandations s'arrêtent. Je deviens un moins que rien. Il pleurait maintenant, des larmes pathétiques et furieuses se mêlant à la pluie sur son visage. Il t'aimait bien parce que tu avais du succès. Tu présentais bien sur le papier. Mais tu devais être intégré, géré. Le plan de Jessica a toujours été de t'adoucir, de te concentrer sur la famille pour que tu ne regardes pas de trop près les finances, à moi. Et quand tu as résisté à la fête, mon Dieu, c'était comme si tu avais déclaré la guerre à tout leur système. Je devais les choisir, eux, ou toi. La vérité brute et laide flottait dans l'air stérile du bureau. Pas une grande conspiration de haine, mais une pathétique machinerie de contrôle. Alors tu as choisi l'argent, dis-je. Plus de colère. Juste une froide lucidité. J'avais peur, sanglota Théil. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Être pauvre avec toi? Lutter? Je n'ai jamais eu à lutter. Tu es forte. Tu t'es construite. Moi je ne suis qu'un produit. Un produit qu'ils étaient prêts à rappeler s'il fonctionnait mal. Je compris enfin l'homme devant moi. Pas un méchant. Un otage. Un otage faible et lâche qui avait choisi ses geôliers plutôt que sa liberté. Et maintenant, demandai-je, l'argent est parti. À moi. La confiance est rompue. Alors pourquoi es-tu ici? Il leva les yeux, un espoir désespéré dans le regard. Parce que maintenant, je n'ai rien à perdre. Maintenant, je peux te choisir. On peut tout recommencer, pour de vrai cette fois. Pas de famille, pas de règles, juste nous. L'audace était à couper le souffle. Il voyait la destruction de sa cage dorée non pas comme une conséquence de ses actions, mais comme une opportunité de recommencer avec moi, celle qui avait, dans son esprit, commodément à la fois causé la destruction et resté comme un prix de consolation. Laisse-moi voir si je comprends bien, dis-je lentement en prenant mon sac. Tu as conspiré pour m'escroquer. Tu as laissé ta famille m'abuser. Tu ne viens me supplier qu'après que j'ai démoli ta vie avec un boulet de démolition financier. Et tu penses que c'est une base pour un nouveau départ? C'est une page blanche. Nous avons tous les deux été punis. Nous sommes quittes. Nous ne sommes pas quittes, dis-je, ma voix basse et finale. Tu as été puni pour être un tricheur et un lâche. J'ai été récompensé pour t'avoir survécu. Ce ne sont pas les mêmes choses. Il n'y a pas de nous. Il y a toi, seul, faisant enfin face aux conséquences d'avoir bâti ta vie sur une fondation d'argent et d'attente des autres. Et il y a moi, qui m'en vais. L'espoir dans ses yeux mourus, remplacé par une rage frénétique et acculée. Tu es vraiment si froide? Après tout ce que nous avons eu? Tu vas juste prendre l'argent et t'enfuir? Oui, dis-je simplement en passant devant lui vers l'ascenseur. C'est exactement ce que je vais faire. Il attrapa mon bras, sa prise trop forte. Tu ne peux pas. Tu me dois quelque chose. Tu me dois une chance. Je regardai sa main, puis son visage. Lâche-moi. Tout de suite. Quelque chose dans mon ton, l'absence absolue de peur, le mépris complet, le fit reculer. Il me relâcha comme s'il s'était brûlé. Tu le regretteras, murmura-t-il, le venin revenant. Tu seras seul, et tu réaliseras ce que tu as jeté.
J'entrai dans l'ascenseur et me tournai pour lui faire face alors que les portes commençaient à se fermer. Il était une silhouette ratatinée et détrempée de pitié et de rancune dans le hall vide. J'étais déjà seul, Daniel, dis-je doucement. J'étais seul au moment où je t'ai dit oui. Être seul, c'est une amélioration. La porte se ferma, coupant son visage stupéfait et furieux. L'ascenseur descendit dans un silence paisible. Je ne ressentis aucune pitié, aucun amour persistant, seulement une distance profonde et reconnaissante. Il était brisé, mais ce n'était pas à moi de le réparer. Il était simplement une leçon apprise en entier, et enfin, heureusement, terminée. Le panneau, vendu, sur la maison de ville de Lincoln Park était un petit drapeau de victoire satisfaisant. Les documents de clôture finaux étaient dans ma mallette. Mon agent immobilier, une femme perspicace nommée Maria, me tendit les clés de mon nouveau condo. Un espace moderne et élégant dans le West Loop, sans histoire, sans fantôme. Tout à toi, Émilie. Page blanche. Page blanche, acquiesçai-je. Les mots avaient un goût de vérité. De retour dans mon appartement temporaire, les cartons étaient à moitié faits. Mon ordinateur portable était ouvert sur un document de plan d'affaires intitulé « Initiative de partenariat équitable ». Les commentaires de Chloé apparaissaient dans les modifications suivies, trop vagues. Appelle-le par son nom. Le projet contrat de mariage fait peur aux bonnes personnes, et donne du pouvoir aux bonnes personnes. Je souris et fis le changement. Mon téléphone vibra. C'était Marc, le collègue qui m'avait d'abord envoyé les textos accablants sur Daniel. Marc, j'ai vu le panneau vendu. J'ai entendu dire que tu lançais quelque chose de nouveau. Gibson et Finch vient de mettre Daniel en congé administratif. Officiellement pour raison personnelle. Officieusement, les associés pensent qu'il est un passif et une blague. Les textos de vantardise ont circulé après que ton histoire ait été publiée dans Cranes. Je répondis, merci pour l'info. Le nouveau projet s'appelle le projet contrat de mariage, un fonds de ressources juridiques. Peut-être que tu connais des gens dans la finance qui voudraient conseiller. On a besoin de membres du conseil qui ont vu le côté sombre de l'argent familial. Sa réponse fut immédiate, j'en connais quelques-uns. Ils appelleront ça de la gestion des risques de réputation. J'appellerai ça du karma. Compte sur moi. La sonnette retentit. Je n'attendais personne. À travers le Judas, je vis une jeune femme, début de la vingtaine, l'air anxieux. J'ouvris la porte d'un entrebâillement. Émilie Lawson, demanda-t-elle en se tordant les mains. Oui. Je m'appelle Cara. J'étais censé être la nouvelle assistante de Jessica Wright au Family Office. Le poste a été annulé la semaine dernière. Elle a dit que le poste était supprimé en raison d'une restructuration. Elle prit une profonde inspiration. J'ai entendu parler de vous par une amie d'une amie. Elle a dit que vous compreniez les Wright. Je reculai, la laissant entrer. Que s'est-il passé, Cara? Elle s'assit sur un carton de déménagement, son histoire déferlant. Le travail était un rêve. Bon salaire, avantages. Puis, la veille de mon premier jour, Jessica a appelé. Elle a dit qu'il y avait eu un changement. Le travail comportait maintenant une composante de service familial. Je serais censé faire des courses personnelles pour elle, sa mère, parfois même Daniel, récupérer le pressing, organiser des fêtes, gérer leur calendrier personnel. C'était beaucoup, mais j'avais besoin du travail. J'ai accepté. Elle baissa les yeux sur ses mains. Puis elle m'a envoyé par email un accord de confidentialité. C'était insensé. Il disait que je ne pourrais jamais discuter de mes tâches, de la vie personnelle de la famille ou de leurs affaires financières avec qui que ce soit, pour le reste de ma vie. La pénalité était l'équivalent de tout mon salaire multiplié par 10. Je l'ai montré à mon oncle qui est avocat. Il m'a dit de fuir. Il a dit que c'était un procès en puissance et qu'il l'utiliserait pour m'enterrer si jamais je sortais du rang. Je sentis une fureur froide. Jessica remplaçait simplement une aide par une autre, cette fois avec une employée légalement bâillonnée. Tu as été intelligente de partir, dis-je. Mais je suis sans travail, et j'ai peur, murmura Cara. Elle était si en colère quand j'ai refusé. Elle a dit que je ne travaillerais plus jamais dans cette ville. Pensez-vous pourrait-elle faire ça? Je pensais au chèque de 50 000 $ d'Eleanor, toujours non encaissé dans mon tiroir. Une idée, nette et claire, se forma.
Non, Cara, elle ne peut pas. Et je suis en train de créer une organisation qui, entre autres, aidera les gens qui sont poussés dans ce genre d'accord coercitif. Nous allons avoir besoin d'une coordinatrice de programme, quelqu'un qui comprend la pression. Le salaire ne sera pas au niveau de la famille Wright, mais l'accord de non-divulgation ne couvrira que la vie privée de nos donateurs, pas ton droit de respirer. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis d'espoir et d'incrédulité. Sérieusement? Sérieusement. Envoie ton CV à mon avocate, Chloé Klein. Dis-lui que je t'envoie. Je griffonnai l'email de Chloé sur un bloc-notes. Considère ceci comme ta première leçon dans un environnement de travail sain. Personne ne devrait posséder ton silence. Après son départ, rayonnante de soulagement, j'ouvris à nouveau mon ordinateur portable. Je naviguai jusqu'au site web du secrétaire d'État de l'Illinois et commençai à remplir les statuts de constitution du projet contrat de mariage, NFP. Mon téléphone sonna. Chloé. Et, je viens de recevoir un email intéressant d'une certaine Cara Jennings. Tu travailles vite. J'aime ça. Plus important encore, je viens de raccrocher avec la journaliste du Tribune qui a fait le premier article. Elle veut un suivi. Pas sur le scandale, mais sur ce qui vient après. Sur ton nouveau projet. Elle l'appelle et de la crise personnelle à l'objectif public. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, regardant la ligne d'horizon de Chicago. Le passé était un livre clos. L'avenir était une page blanche, et je tenais enfin le stylo. Organise l'interview, dis-je. Le titre du Tribune disait « Des fiançailles rompues financent un nouveau départ ». Une architecte lance un fonds juridique pour les victimes d'abus financiers. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer ce matin-là avec des messages, certains d'anciens collègues offrant leur soutien, quelques-uns de parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, et 3 offres de donateurs potentiels pour le projet contrat de mariage. Chloé appela en milieu de matinée. L'article est parfait. Il te présente comme une survivante, pas une victime. Une résolveuse de problèmes. On a déjà eu 2 demandes sérieuses des médias pour que tu parles à des conférences sur le leadership féminin. C'est rapide, dis-je, regardant autour de mon appartement presque vide. Les cartons de déménagement pour le nouveau condo étaient empilés près de la porte. C'est la bonne histoire au bon moment, répondit-elle. Maintenant, l'appel plus difficile. L'avocat de Daniel, Henderson. Il demande une dernière réunion. Dit que son client veut rendre des effets personnels. Je pense que c'est une dernière tentative désespérée de clémence avant que l'enquête de la SEC ne s'approfondisse. Tu veux que je m'en occupe? Je pensais à la silhouette brisée et trempée de Daniel dans mon bureau. Non. Je le rencontrerai. Terrain neutre, un café public. Tu viens, mais assieds-toi à une autre table. Le café était bondé à l'heure du déjeuner. Daniel arriva seul, l'air diminué. Il portait une petite boîte en carton. Il s'assit en face de moi, sans croiser mon regard, posant la boîte sur la table entre nous. Tes affaires, marmonna-t-il. Quelques livres. Cette écharpe que tu as laissée chez mes parents à Noël dernier. Merci, dis-je, ma voix neutre. Je ne touchai pas la boîte. Il leva enfin les yeux, son regard hanté. L'article du Tribune. Je l'ai lu. J'attendis. Tu m'as fait passer pour un monstre. J'ai cité des faits et des documents juridiques, Daniel. C'est toi qui as fourni le récit. Il tressaillit. Il me force à partir de Gibson et Finch. Séparation à l'amiable. L'ami de mon père n'a pas pu me sauver. Les associés ont dit que mon manque de jugement posait un risque de réputation. Un rire amer lui échappa. Toute ma vie, on m'a dit de protéger la réputation de la famille. Maintenant, je suis le risque de réputation. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa chute, seulement une profonde tristesse pour la vie qu'il n'avait jamais eu le courage de revendiquer pour lui-même. Que vas-tu faire? Je pars vers l'ouest. Montana. Un copain a un ranch. Travail manuel. Pas de finances, pas de famille, pas d'attente. Il fixa son café intact. Je suis désolé, Émilie. Pas seulement pour l'arnaque. Pour ne pas avoir été l'homme que tu pensais que j'étais. Pour ne même pas avoir essayé de l'être. C'était la première chose vraie et sans phare qu'il m'ait jamais dite. Pas d'excuses, pas de reproches à sa famille, juste un constat d'échec.
J'accepte tes excuses, dis-je doucement. Et je le pensais. La colère avait disparu. Il ne restait que la lucidité. Il hocha la tête d'un mouvement sec et se leva pour partir. Il hésita, regardant la boîte. Il y a une enveloppe dedans. De ma mère. Elle m'a demandé de te la donner. Je ne l'ai pas ouverte. Puis il disparut, se fondant dans la foule du trottoir. Je soulevai le rabat de la boîte. Sur l'écharpe pliée se trouvait une épaisse enveloppe en lin. À l'intérieur, une note manuscrite d'Eleanor et un chèque de banque de 250 000 $. La note était courte. Émilie, ceci n'est pas de la part de la famille. C'est de ma part, pour votre projet. Un petit pas vers la réparation de ce qui ne peut être réparé. Ne répondez pas eux. Chloé se glissa dans le siège vacant. Qu'est-ce que c'est? Des fonds de démarrage pour le projet contrat de mariage, dis-je, lui montrant le chèque d'Eleanor Wright. Les sourcils de Chloé se haussèrent. L'argent de la conscience, mais de l'argent quand même. Ça couvrira notre budget de fonctionnement pour la première année. Ironique, n'est-ce pas? Poétique, corrigeai-je, rangeant le chèque. Leur système a créé le problème. Maintenant, ils financent la solution. Mon téléphone vibra avec une alerte de calendrier. 15 heures. Visite finale. Condo du West Loop. Je me levai, laissant la boîte de mon ancienne vie sur la table du café. Je ne pris que l'enveloppe. Prête à aller voir l'avenir, demandai-je à Chloé. Elle sourit, passant son bras sous le mien. Chérie, l'avenir n'attendait que toi pour se montrer. Alors que nous sortions sous le soleil éclatant, mon téléphone sonna. Un numéro avec un indicatif 415. San Francisco. Je répondis. Emily Lawson? Ici David Chin de Sanford Partners Venture Capital. Nous avons lu un article sur le projet contrat de mariage dans le Tribune. Nous avons une branche philanthropique qui se concentre sur la justice économique pour les femmes. Nous aimerions discuter d'une subvention importante. Avez-vous du temps pour un appel la semaine prochaine? Je regardais Chloé, qui m'observait, un sourire entendu aux lèvres. La ville s'étendait devant nous, pleine de bruit, de lumière et de possibilités. Oui, dis-je au téléphone, ma voix stable et sûre. La semaine prochaine est parfaite. Un an plus tard, le centre de congrès de San Diego bourdonnait de l'énergie d'un millier de professionnels. Le sommet annuel, Femmes, Richesse et Bien-être, battait son plein. En coulisses, j'ajustais le microphone sur mon revers. Mes notes, une pensée lointaine. Le titre de mon discours d'ouverture était projeté sur un écran massif derrière le podium, le contrat de mariage, au-delà de la paperasse, concevoir des partenariats de véritable équité. Une main se posa sur mon épaule. Chloé, impeccable dans un costume sur mesure, me sourit. Nerveuse? Même pas un peu, dis-je, et je le pensais. Les nerfs qui accompagnaient autrefois les pensées de prise de parole en public avaient été consumés dans un feu bien plus ardent. Bien, parce que la salle est comble. J'ai vu 3 journalistes et au moins 2 donateurs potentiels à 7 chiffres au premier rang. Oh, et ton nouveau petit ami architecte rôde près du café, l'air insupportablement fier. Une chaude lueur de bonheur se répandit en moi. Michael, un ingénieur en structure que j'avais rencontré lors d'une réunion d'urbanisme 6 mois plus tôt. Son premier cadeau pour moi avait été un jeu de plans pour une cabane dans les arbres qu'il voulait construire pour sa nièce. Pas de clause cachée, pas de fiducie secrète, juste des lignes claires et honnêtes. Le régisseur me fit un signe. Je m'avançai sous les projecteurs. Les applaudissements furent une vague chaleureuse. Je trouvai le visage de Michael dans la foule, son sourire facile un ancrage silencieux. Merci, commençai-je, ma voix claire dans la vaste salle. Il y a un peu plus d'1 an, je me tenais sous un autre type de projecteur. C'était la lumière d'un lustre en cristal à ma propre fête de fiançailles. Et dans cette lumière, on m'a donné une description de poste pour ma vie future. Elle était accompagnée d'une liste de tâches, d'un calendrier de services et d'un manque stupéfiant de salaire ou de partenariat. Une vague de rire complice traversa le public. J'ai posé 2 questions cette nuit-là, continuai-je. Quelles sont les règles? Et quel est le rôle de mon partenaire? Les réponses que j'ai obtenues, ou plutôt le silence et l'esquive que j'ai obtenus, m'ont coûté des fiançailles,
mais m'ont acheté quelque chose de bien plus précieux, la lucidité. Je cliquai sur la première diapositive. Ce n'était pas un document juridique, mais un simple diagramme de veine. Un cercle était intitulé « Vos actifs », l'autre « Les actifs de votre partenaire ». Le centre qui se chevauchait était intitulé « Vision partagée, objectifs mutuels ». Nous parlons des contrats de mariage comme des plans de fin de vie pour l'amour, comme si reconnaître la réalité de l'argent polluait en quelque sorte la pureté des émotions. Mais ce qui pollue un partenariat, ce n'est pas une conversation sur les actifs. C'est la présomption des actifs, du travail, du temps, de la bande passante émotionnelle. C'est le règlement non écrit par quelqu'un d'autre que vous êtes juste censé accepter pour maintenir la paix. Je vis des têtes hochées, en particulier parmi les femmes plus âgées. Mon organisation, le projet contrat de mariage, n'aide pas seulement les gens à rédiger des documents juridiques. Nous les aidons à rédiger des conversations honnêtes. Nous organisons des ateliers où les couples cartographient non seulement leurs finances, mais aussi leurs attentes. Qui gère la charge mentale quotidienne? Comment les responsabilités familiales sont-elles partagées? À quoi ressemble réellement le soutien lorsque la carrière d'une personne exige des semaines de 80 heures? Un véritable partenariat n'est pas un contrat de servitude silencieux. C'est une négociation forte, continue et parfois désordonnée du respect. Pendant les 45 minutes suivantes, je mêlais données et histoires personnelles. Je parlais de l'abus financier dissimulé que nous avions découvert au cours de notre première année, la dette cachée, les maisons secrètement hypothéquées, les fonds en fiducie avec des ficelles attachées comme des fils de marionnettes. Je parlais de Cara, maintenant notre brillante directrice de la sensibilisation, qui nous avait aidé à élaborer des ressources spécifiquement pour les employés poussés à des accords de service personnel contraires à l'éthique. Je ne nommais pas les rights. Je n'en avais pas besoin. L'architecture du contrôle était familière à suffisamment de personnes dans la salle. La prison la plus dangereuse, dis-je, ma voix baissant, est celle dans laquelle vous ne savez pas que vous êtes. Celle décorée avec amour et tradition, où les serrures sont faites de culpabilité et la clé est étiquetée et compromis. Ma mission est de donner aux gens les outils pour inspecter les murs avant d'emménager, pour construire des relations avec des fondations claires et des murs porteurs de respect mutuel, pas de trappes cachées d'obligations. Alors que je concluais, les applaudissements furent tonitruants, une force physique. Je quittais la scène en effervescence, non pas d'adrénaline, mais de détermination. Des mains se tendirent vers moi, des cartes de visite furent pressées dans ma paume. Émilie, c'était phénoménal. Une femme dans un blazer chic m'intercepta. Je suis Lorraine de la fondation de la famille Schmitt. Nous devons parler. Votre modèle est exactement ce que notre comité de subvention recherche. Alors que je parlais avec Lorraine, je vis une silhouette familière et avachie près de la sortie de secours. Daniel. Il me regardait, son expression illisible à cette distance. Il semblait plus mince, marqué par le temps. Il croisa mon regard un bref instant, puis se tourna et poussa la porte, disparaissant dans le couloir. Il n'y avait aucune douleur, aucune colère, juste un faible écho d'une leçon apprise. Il était un fantôme d'un chapitre clos. Je tournai toute mon attention vers Lorraine. J'adorerais organiser une réunion. Laissez-moi vous mettre en contact avec ma collègue, Chloé Klein. Elle s'occupe de notre développement. Le reste de l'après-midi fut un tourbillon de contacts et de conversations. Finalement, m'échappant dans un coin tranquille avec Michael et Chloé, je laissai échapper un long soupir. Tu as tout déchiré, dit Michael en me serrant la main. Je ne savais pas que tu étais si redoutable devant une foule. Je te l'avais dit Chloé en sirotant son eau pétillante. C'est une force de la nature avec un diplôme en droit en réserve. La Fondation Schmitt. C'est énorme. C'est un début, dis-je, mais je souriais. Le travail prenait de l'ampleur, menait sa propre vie. Cela semblait juste. Plus tard, dans ma voiture de location, la Pacific Coast Highway s'étendait devant moi. J'avais une semaine avant la prochaine réunion du conseil d'administration, une semaine de route ouverte, de vue sur l'océan et de silence. Mon téléphone, maintenant heureusement libre d'alerte constante, sonna. C'était Michael. Et sa voix chaude emplit la voiture. Je voulais juste dire que tu me manques déjà et te dire que j'ai obtenu les permis pour le projet de centre communautaire. On commence les travaux le mois prochain. C'est incroyable. Félicitations. Ça l'est.
Écoute, je sais que tu es dans ton aventure en solo, et je suis si fier de toi de la faire, mais quand tu reviendras, je pensais mon appartement a une vue plutôt sympa. Et tu n'es jamais dans ton condo parce que tu es toujours au bureau du projet, peut-être que tu pourrais garder une brosse à dents chez moi. Comme un essai pour la brosse à dents, je ris. Le son était facile et libre. C'était une demande simple et vulnérable. Une question, pas une exigence. Ça me plairait, dis-je. Un essai pour la brosse à dents. On pourra négocier les conditions pour les droits de pliage de serviettes plus tard. Nous parlâmes encore quelques minutes. Une conversation facile, confortable, sur tout et rien. Après avoir raccroché, je ressentis un contentement profond et apaisé. Non pas le vertige du nouvel amour, mais la chaleur constante d'une connexion qui ressemblait à un choix, pas à une chaîne. Je me garai sur une aire de repos panoramique. Le soleil commençait sa lente descente dans le vaste et scintillant Pacifique. Je sortis, le vent salé fouettant mes cheveux. Je pris sur la banquette arrière une petite boîte ignifuge et verrouillée. Je l'avais apportée avec moi de Chicago. À l'intérieur se trouvait l'affidavit signé par Daniel, sa confession, le symbole de ma plus dure leçon. Je ne l'ouvris pas. Je marchai jusqu'au bord de la falaise, le rugissement des vagues en contrebas un son puissant et purificateur. Je tins la boîte un long moment, sentant son poids. Puis, avec une finalité calme, je pris mon élan et la jetai par-dessus bord. Elle tourna, un minuscule carré sombre contre l'immense ciel orange, et fut avalée par l'océan. C'était fini, vraiment fini. De retour au volant, je tournai la clé. Le moteur ronronna. Je jetai un coup d'œil au siège passager où se trouvait un épais dossier, la proposition de subvention pour la Fondation Schmitt, des notes pour notre prochaine clinique, un croquis que Michael avait gribouillé d'une cabane dans les arbres ridicule et parfaite. Je souris, mis la voiture en marche et rejoignis l'autoroute, la route sans fin se déroulant devant moi sous le ciel grand ouvert. J'étais seul, mais je n'étais pas solitaire. J'étais libre, et je construisais une vie où ma valeur n'était pas un sujet de débat, mais une pierre angulaire. L'avenir n'était pas un ensemble de règles écrites par d'autres. C'était un littoral que je cartographiais moi-même. Mile après mile glorieux et inexploré.